et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. I'm not a smart man, but I know what love is. Bonne écoute. I'll find you, and I will kill you. Bienvenue à l'Institut en santé mentale de Pinehurst. Aujourd'hui, nous parlons de Vendredi 13 5. Une nouvelle terreur. Sorti en 1985 et réalisé par Danny Steinman, avec Melanie Kellerman, John Shepard, Trevor Ross et Tom Morga. Je suis Mathieu et... excusez, il faut que j'y aille les enchélidats, là. Ouf! Je reviens, ça sera pas long. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. Bon, excusez-moi, nous revoilà dans la rétrospective des slashers Freddy et Jason. La semaine passée, on a couvert le premier film de la série là, des Nightmare on Elm Street ou des Freddy ou des Grippes la nuit. Appelez-le comme ça vous tente. C'est ça, cette semaine, je voulais faire comme un peu un doublon ce mois-ci, là, puisque on est dans le temps de l'Halloween, là, le mois d'octobre. Fait que on a décidé de faire ça, juste deux films collés. La rétrospective, dans le fond, c'est j'essaie de faire ça le plus possible chronologiquement. Le plus possible, ça devrait tout le temps être chronologique. Là, on est rendu en 1985 avec le film de Vendredi 13, le 5e chapitre. Puis dans les prochains podcasts, là, dans cette rétrospective-là, ça va pas mal se chevaucher tout le temps. Là, ça va être un Freddy ou un Grippe de la nuit, puis par la suite, ça va être un Vendredi 13. Ça va tout le temps être un peu en alternance à chaque fois. Fait que on est encore loin de la fin de la rétrospective. Pour l'instant, on se dirige vers aucun film. Normalement, je fais tout le temps une série qui va culminer avec un nouveau film. Pour l'instant, il n'y a aucun nouveau film là, dans les deux franchises là, qui sont annoncées. Puis je m'attends à ce que ça change d'ici la fin de la rétrospective. C'est un peu le but là-dedans là, de faire ça tranquillement jusqu'à éventuellement là, qu'on arrive au nouveau film. Mais je ne sais vraiment pas comment que ça va tourner, là, surtout avec les disputes légales là, du nom de Vendredi 13 là, avec en tout cas les propriétaires là, puis tout ça là, fait que tout ça met la franchise Vendredi 13 sur la glace là, depuis plusieurs années, mais je serais pas surpris là, que d'ici 2-3 ans là, on ait enfin un nouveau film, mais en tout cas ça reste dans l'air. Si vous avez écouté le podcast de la semaine passée sur les Grippes de la nuit, vous êtes au courant que j'ai reçu le nouveau coffret de Vendredi 13, où il vient juste d'être réédité là, par Scream Factory ou Shout Factory, dépendant de l'angle qu'on va. Là, c'est Scream Factory étant une sous-division de Shout Factory. C'est eux autres qui nous avaient fait là, le coffret là, de Halloween, le coffret Blu-ray qui est sorti là, il y a plusieurs années, qui avait fait un très beau box set il y a dans le temps là, pour Halloween. Fait que je me suis dit, bon, ok, j'ai déjà le coffret de tous les films de Vendredi 13. Il semblait avoir plusieurs bonus qui allaient s'additionner au coffret. Fait que je me le suis commandé, puis je l'ai eu là, la semaine passée, la même journée que j'ai enregistré les Grippes de la nuit. Je me suis dit, je vais essayer là, de parler un peu là, des différences, là, en tout cas dans le peu de temps là, que j'ai le temps là, pour regarder, puis surtout peut-être me concentrer là, dans les 4 premiers films là, pour se rendre au podcast d'aujourd'hui. Je veux juste dire que j'ai essayé avec maintenant, là, depuis le temps que j'ai écouté Vendredi 13 3. Je l'avais pas écouté avec les 3D, puis depuis le temps, j'ai un PlayStation VR là, où on peut quand même regarder le film en VR. Fait que je me suis amusé à regarder le film de Vendredi 13 3 en VR, qui est quand même une belle petite expérience que j'ai fait.
Je dirais pas que ça a amélioré le film, mais c'est quelque chose qui est un peu plus différent là, de regarder le film avec le rouge et le bleu, le regarder vraiment en 3D, comme qu'on peut regarder un film 3D aujourd'hui. C'était une nouvelle expérience, fait que c'était quand même le fun à regarder, puis ça donnait pas trop mal à la tête là, comparé à qu'est-ce que ça pouvait faire avec le rouge et le bleu. Je dirais qu'il y a des fois que peut-être la 3D ressort un petit peu trop, puis le focus n'est pas là quand même, qui fait qu'avec le rouge et le bleu, ben c'est sûr qu'un peu que ça gossait une fois de temps en temps, qu'on se disait qu'il y a quelque chose qui marchait pas, ben même qu'on l'a avec la technologie d'aujourd'hui, ben il y a quelque chose qui est mal placé. Peut-être qu'on est vraiment trop dans la caméra, puis que la technologie, ben la manière qu'ils l'ont filmé dans le temps, ben il y a quelque chose là qu'ils ne savaient pas exactement, qu'il ne voulait peut-être pas rapprocher trop les éléments trop près de la caméra, puis qui fait que l'effet n'est pas exactement réussi. Mais c'est quand même quelque chose qui est le fun là, d'avoir une version 3D là, pour Vendredi 13 3. J'ai regardé un petit peu là, sur le restant là, des disques là, pour Vendredi 13 1 à 4, puis même celui de Vendredi 13 5. Généralement, on a rajouté plus des commentaires. J'ai pas eu le temps là, de trop m'approfondir sur les commentaires, puis regarder tous les bonus en question. Peut-être quelque chose que je vais faire une fois de temps en temps, là, mais il y a des beaux petits bonus qui se sont rajoutés. Puis comme j'ai dit la dernière fois, ben j'ai pas pu me concentrer à voir les bonus sur le premier film parce que le premier film, je l'ai pas encore reçu par la poste. J'avais un coffret qui était défectueux, que j'avais 2 fois le deuxième film. Et il me manquait là, le premier film. Fait que il faut que je retourne le coffret et qu'il va me fournir un nouveau. Là, mais en tout cas, peut-être que la prochaine fois qu'on va parler de Vendredi 13, ben, je parlerai un petit peu des petites choses. Là, mais ils ont des scènes supprimées là, du deuxième film que j'aimerais bien voir, là, que j'ai pas eu le temps de m'attarder à écouter. Mais j'aurais aimé ça qu'ils fassent ça pour tous les films aussi, là, de rajouter là, les petites scènes coupées. C'est basé là, sur un VHS qu'ils ont trouvé, là, puis ils ont trouvé des scènes coupées là, pour Vendredi 13 2. Fait que ces choses-là n'existent peut-être pas là, pour les films subséquents, là, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est quand même un beau coffret, mais je dirais que j'étais un petit peu déçu en regardant la totale, que si mettons vous avez toutes les anciennes versions, ben oui, il y a des commentaires qui se sont rajoutés par la suite, mais est-ce que ça vaut vraiment le prix là, de se racheter un coffret là, à 150$ pour le prix qu'ils vendent pour l'instant? Là, peut-être que ça va changer entre-temps. Fait que ça, c'est à vous. Si maintenant vous avez déjà une version Blu-ray, question technique, visuelle, c'est pas nécessairement beaucoup mieux. C'est un nouveau scan qu'ils ont fait, oui, mais le scan n'est pas nécessairement beaucoup mieux là, que la première version là, de Blu-ray qu'on a eu là, il y a une couple d'années. Juste avant de commencer à parler proprement du film, juste vous dire que vous pouvez aller sur premiervisionnement.com, site internet officiel du podcast. Tous les podcasts que dans le fond j'ai fait dans cette rétrospective-là, ils sont sur ce site-là. Vous pouvez aller chercher tous les podcasts des films précédents là, de Vendredi 13 et de Les Griffes de la Nuit. Fait que tout est sur le site. En même temps, ben, vous pouvez voir aussi le restant là, des autres séries de films que j'ai fait ou que je suis présentement en train de faire. Le focus dans ce temps-ci est plus dans les films de l'univers de DC. Fait que c'est sûr que des fois ça l'éparpille un peu là, les films, puis c'est sûr justement dans le fond c'est plus facile d'aller sur le site internet pour pouvoir récupérer les podcasts là, dans le fond quand vous regardez une série, que tout est rassemblé sur le site. Sur le site, vous pouvez trouver des séries comme la série de tous les films de Conan, les films de John Wick, les films de Rambo, puis plusieurs autres séries. Je suis pas limité à un genre, je veux dire, je me tire un peu partout. Fait que sur premiervisionnement.com, ben, vous pouvez tout trouver ça là-dessus, puis avoir peut-être des heures et des heures de plaisir. Alors, on reprend un peu l'histoire où ce qu'on était au dernier podcast sur Vendredi 13-4, puis dans le fond de billets avec Les Griffes de la Nuit. On avait comme signé la fin de la série des Vendredis 13 avec le 4e chapitre. On avait dit que c'était le dernier film, sauf que le film a fait quand même beaucoup d'argent, tout ça. Puis tu sais, dans le fond, là, c'est un peu une vache à lait, la série des Vendredis 13 pour la Paramount.
sais, ils veulent pas vraiment le mettre à l'avant-plan puis dire c'est notre grosse série. Sauf que le problème, c'est que la série coûte pas cher à faire, puis elle rapporte beaucoup. Fait que, tu sais, c'est comme trop tentant de vouloir faire rentrer de l'argent, puis en disant que c'est terminé. Fait que on décide d'essayer de partir dans une nouvelle ligne, puis d'amener, tu sais, on change un peu là, dans la production. On essaie de donner plus de contrôle au réalisateur. Cette fois-là, on va aller chercher un réalisateur qui a fait des films à petit budget, qui va frôler le porno, qu'on va nommer plus des films d'exploitation qu'il y avait là, dans les films, dans les années fin des 70. Puis c'est sûr que ça va paraître beaucoup là, dans le film, là, mais ça, on va en parler tantôt. On voulait ramener l'acteur Corey Feldman, le petit garçon qui était là dans le Vendredi 13-4. On voulait le ramener, mais lui, pendant ce temps-là, il commençait à avoir une renommée. Il n'y a pas beaucoup d'enfants acteurs si on regarde dans le temps. Aujourd'hui, il y en a pas mal plus, mais dans le temps, on dirait que c'était comme limité. Je sais pas exactement pourquoi. Là, on voulait peut-être pas donner trop de pouvoir à des enfants, en tout cas. Fait que lui, c'était comme l'acteur du moment. Puis il y avait Spielberg qui l'avait ramassé là, pour faire le film de Goonies. Fait que on a réussi à trouver un compromis. En tout cas, je sais pas, il appelle ça un compromis, là, mais on a réussi à l'avoir pour quelque chose comme 2 heures quand on a filmé, genre en arrière de sa maison chez lui, tu sais. Fait que je sais pas si c'est vraiment un compromis quelque part, là, mais si on veut, il devait travailler pour Steven Spielberg dans ce temps-là. C'est sûr que ça chambardait un peu les plans des producteurs où ce qu'ils voulaient le ramener, puis comme continuer l'histoire à partir du 4. Est-ce qu'on aurait pu ramener peut-être un autre acteur pour prendre la relève, un peu plus jeune que ce qu'on a aujourd'hui pour continuer le personnage là, de Tommy Jarvis? On a amené l'acteur John Shepard pour prendre la relève sur le personnage, mais tu sais, il est clairement là, pas genre 2 ans plus vieux. On va avoir fait un montage au début pour faire un lien, qu'on comprenne c'est le même personnage. Mais en tout cas, peu importe, on a décidé qu'on allait avec qu'on a changé un peu la direction du film, puis qu'on continue avec un Tommy Jarvis pas mal plus vieux, qu'on aurait pu au pire comme trouver un acteur peut-être 2 ans plus vieux, juste pour comme montrer un peu une différence entre les deux. Mais quelque part, ils ont voulu juste au moins faire un caméo là, de Corey Feldman pour faire un lien. Fait que, en tout cas, on en reparlera tantôt au début du film, voir le lien, si ça marche pas. En faisant ça, en mettant l'histoire 5 ans plus tard, les producteurs se sont dit, on a plus de chances de pouvoir étudier l'idée de mettre Tommy Jarvis comme le meurtrier, mais qu'on fasse plus l'histoire de son ascension. Tandis que si mettons on aurait eu Corey Feldman, on aurait eu la suite directe du 4. En tout cas, comme j'ai dit, on en parlera un peu tantôt. Comme je parlais tantôt, on avait planifié que Vendredi 13-4 allait être le dernier. On était pogné avec une idée qu'on avait tué Jason au dernier film. Fait qu'est-ce qu'on faisait? On s'est inspiré là, du premier film pour comme réinitialiser l'idée qu'on pourrait arriver puis avoir un meurtrier mystère. Fait que le scénario a planché là-dessus. Bien qu'on a une nouvelle équipe pas mal dans les écrivains, on a quand même des personnages qui vont retourner pas mal en arrière de la caméra, dont Harry Manfredini encore qui va revenir pour la musique. Puis, tu sais, ça va être ça en général quand même. Tu sais, on a des nouvelles personnes qui vont travailler sur le film pour donner comme un sang nouveau. Mais en arrière, ça reste tout le temps la même gang quand même là, qui travaille sur le film. Fait que ça peut toujours donner un sentiment là, d'harmoniser tous les 5 premiers films ensemble. Fait que l'idée du film n'est pas nécessairement différente de ce qu'on a vu là, dans les 4 premiers films. C'est de tout le temps trouver une manière créative de tuer les gens. On va en parler là, de quasiment chaque meurtre qu'il y a pendant le film. Ce qui est pas mal visible, juste vraiment en regardant le film, on peut voir que la manière que le réalisateur va filmer le film, en fait, thématique, et ce qui s'est fait donner, c'est qu'à chaque 7-8 minutes, il doit y avoir un meurtre ou quelque chose pour nous faire sursauter. Puis c'est pas mal comme une thématique qu'on a tout le long du film. On force pas vraiment des idées en fait là, de mettre la profondeur d'un personnage. Oui, tu sais, on est dans une maison de transition, puis on va avoir
plusieurs personnages là-dedans là, qui ont certains problèmes, dans le fond. Là, en tout cas, on va jouer un petit peu avec cette idée-là, mais l'idée est claire quand même. Que peu importe nos personnages, on va avoir pas mal beaucoup de personnages là, en carton qu'on peut dire dans le fond. On n'aura pas vraiment de personnalité là, sur chaque personnage aujourd'hui, mais c'est vraiment juste comme pour mettre en évidence juste les meurtres tout le temps, juste essayer de prendre une heure et demie ou 90 minutes de situation où ce qu'on a un meurtrier qui tue des adolescents ou même des adultes. On va rajouter ça un petit peu plus là, dans le mélange de la série. On avait vu des adultes qui se faisaient tuer là, dans la série, là, comme la mère dans la partie 4, puis même des moniteurs là, dans le premier puis dans le deuxième film. Là. C'est des choses qu'on a déjà vues, mais là, on peut comme montrer un peu que n'importe qui est en danger. Même le petit Reggie, qui doit avoir à peu près 10-12 ans, il est très en danger pendant le film. Mais je pourrais peut-être juste dire que le personnage de Tommy, lui, on va voir plus sa vision des choses pendant tout le film, puis comment il va transformer tout le long. Comment que, dans le fond, pas une obsession, mais un traumatisme ou une tragédie peut faire virer quelqu'un du mauvais côté, quelque chose de même. Elle peut être influencée, dans le fond, pour devenir ce que, dans le fond, on ne veut pas devenir. Que le film ouvre assez direct. Il n'y a pas de recap comme on avait vu dans les autres films. On n'a pas de rappel, là, aucune séquence des autres films. Il faut comme un peu catcher où ce qu'on est. Mais en voyant où ce que le film va aller, ben c'est pas nécessaire dans le fond. On va le comprendre quand même juste avec l'information qu'on va nous donner dans l'introduction que oui, Jason est mort. Puis on continue l'histoire à partir de là. Puis c'est sûr que si tu rentres au 5e film, je veux pas que ça contredise exactement ce que je dis souvent là, avec les anciens films, que c'est bon au début des fois là, de juste avoir un petit rappel. On lui met une petite séquence d'image un petit peu pour nous en rentrer dedans. Si t'as pas vu les premiers films, ben tu as quelque chose au moins pour te rappeler de ce qui s'est passé. Puis si tu l'as jamais vu, ben au moins tu as quelque chose carrément pour le voir puis pour te mettre à jour. Là, faut pas oublier qu'on est à peu près un an après la sortie du dernier film. Fait que ça reste quand même assez collé avec l'ancien film. En même temps, c'est pas un film qui est nécessairement rattaché à ce qui s'est passé dans les 4 derniers films. Faut comprendre que le personnage de Jason, il est mort, puis on le comprend tout de suite au début du film. Puis peu importe ce qui s'est passé avec, ben tout dans l'introduction, le fait qu'il va tuer déjà des gens en sortant là, de son tombeau, ben on va comprendre tout de suite à partir de là que c'est un meurtrier, tout ça. T'sais. On a tout dans l'introduction. Là, on a le caméo de Corey Feldman tout de suite en partant, que lui, ça va s'adonner est un rêve. Il va trouver là, la tombe où ce que Jason a été enterré. Puis il va y avoir 2 gars qui vont arriver de nowhere, dans le fond, puis qui vont le déterrer. Puis finalement, ben, Jason a été enterré vivant, faut croire, quelque chose de même. Il va avoir comme sa résurrection directe. Il attendait juste d'avoir un peu d'air pour pouvoir sortir je sais pas, à peu près 30 cm de terre. Je dirais que pour le début, c'est le fun de voir Corey Feldman qui reprend le rôle, ça fait plus une continuité. Puis c'est nécessaire avec la fin de la scène quand on va voir le plus vieux Tommy. Il faut noter que l'acteur qui fait Jason, c'est pas le même acteur qui fait Jason tout le long du film. Mais en tout cas, on parlera de Jason tout le long du film tantôt. En fait de visuel, ok, là c'est rendu un rêve, puis ça va. Je trouve que ça fait pas mal tout d'un coup. Quand on regarde la scène. Je sais pas comment expliquer ça, mais on dirait que c'est une bande dessinée qui est mise à l'écran. Il y a le panneau que le couteau il sort du côté de Jason, puis on a le panneau après qui montre la face du gars qui se fait tuer ou poignarder.
Fait que, tu sais, quand on regarde ça, ça va pour le début. Tu sais, c'est un rêve et il faut que tout soit un petit peu frénétique. Tu sais, je veux dire, ça va pour une idée d'un rêve. Mais je vais en parler tantôt parce que ça va être pas mal le moule pour tous les meurtres qu'on va avoir aujourd'hui. On va souvent avoir l'arme, puis après ça, on va voir la face de la victime ou, tu sais, le couteau qui rentre dans le ventre, des affaires de même. En tout cas, pour l'introduction, ça va. C'est juste comme tout spontané. Puis c'est ça qu'on apprend après ça. Ben, c'est un rêve. C'est correct pour l'introduction. Je trouve ça une belle manière là, de rentrer dans le film, voir qu'on suit le dernier film. Qu'ils ont quand même été capables d'aller chercher Corey Feldman pour continuer l'histoire. Mais que finalement, ben, à partir de là, ben. On a comme passé le flambeau sur le personnage, puis c'est un nouvel acteur qui continue ce film. Je sais pas dans l'édition, ça fait quand même assez bizarre. Il y a une manière que ça a été coupé, puis que ça va rentrer dans le générique. Que je sais pas si c'est pas le genre de coupure que j'aurais fait. Peut-être que j'aurais fait le générique par-dessus le voyage en s'en allant vers Pinehurst, quelque chose de même. Mais tu sais, on veut nous rembarquer dans la même formule de nous mettre un générique là, les lettres blanches sur le fond noir, puis avoir la musique de Manfredini. Un peu comme dans le 4e film où ce qu'on avait eu le masque, puis qu'on a vendredi 13-5. Ben, on a une explosion encore une fois, puis ça me fait carrément rire là, à chaque fois qu'on a l'explosion, tu sais, ça aurait fité dans un film de Rambo, mettons, là, mais je sais pas, il n'y a aucune explosion dans ces films-là, fait que ça, ben pas encore, plutôt. Fait que je sais pas, ça n'a pas rapport tout à fait. Il y a la musique de Manfredini qui est de retour. Encore une fois, ça n'a pas vraiment là, de mélodie particulière. C'est juste une attaque de violon puis d'instruments. En tout cas, c'est une attaque juste pour faire de la tension. Mais on dirait qu'on l'a craqué là, dans le piton. Il est comme, je sais pas comment dire, là, il est juste parti dans toutes les directions là, dans cette trame sonore-là. Il y a des endroits dans le film là, que ça débarque. Je veux dire, c'est la même musique en gros, c'est le même style, c'est la même ambiance. C'est juste que des fois, on garoche là, la musique, puis je veux dire, on fait n'importe quoi. Là. On dirait qu'on. Je sais pas pourquoi exactement. Ben, c'était correct la musique là, dans les 4 premiers films, mais dans celui-là, on dirait que, je sais pas, il s'est dit, je vais en faire un peu plus, mais il fait comme n'importe quoi. Mais je vais en parler à certains endroits dans le film où la musique elle n'a pas rapport. Puis je trouve que pour quelqu'un qui a fait toute la série jusqu'à là, il s'en est très bien tiré avec qu'est-ce qu'il faisait. Toutes les ambiances étaient tout le temps correctes. Oui, en général, c'est pas de la musique avec vraiment des mélodies, tout ça. C'est de l'ambiance, mais dans ce film-là, on dirait qu'il était carrément là, il était pas là. Il était pas déconnecté. Est-ce que c'est des trames qui avaient été enregistrées pour d'autres Vendredi 13 à quelque part, puis qu'ils les a juste pas utilisés, puis là tout d'un coup, ben, on a sorti ça des archives pour mettre dans le film? Des fois, j'ai quasiment mon doute parce que des fois, ça se tient pas. Fait qu'on va arriver après le générique à la maison transitoire à Pinehurst. C'est là qu'on va voir l'introduction là, de nos personnages, les responsables de l'endroit. Il y a Matthew Lanner et Pam Roberts, que eux autres, ils dirigent l'endroit. Ça va être quand même assez drôle parce que le personnage là, de Matt, ben, lui, je sais pas, il a l'air comme un peu un responsable, puis tu sais, ça a l'air comme quelqu'un qu'on va voir un peu plus tard dans le film, puis tu sais, que je vous dis qu'il va peut-être tenir le film avec Pam en quelque part. Mais c'est comme, on va le voir beaucoup au début, puis tout d'un coup, il va disparaître dans le film, puis il aura même pas le droit à avoir vraiment un meurtre, là. On va voir comment il est mort, mais c'est tout, quelque part. On va voir que Tommy, il est insécure. C'est sûr que, tu sais, on avait eu la scène d'introduction, puis que même là, quand il va commencer à s'établir à l'endroit, ben, c'est là qu'on va voir aussi l'introduction de Reggie. Mais, tu sais, on sent qu'il est toujours sur ses gardes. Il va avoir un couteau, puis, tu sais, ça le hante vraiment, là, Jason, et puis qu'est-ce qui s'est passé plusieurs années avant. Tu sais, j'ai dit qu'on est environ 5 ans avant, tantôt. Ben, c'est pas très clair. Ça reste toujours un petit peu une ambiguïté. Puis, tu sais, je pense pas qu'il faut vraiment commencer à se casser la tête à partir de là. J'ai regardé un petit peu sur Internet, voir comment qu'on regarde ça, là, le temps dans ces films-là.
Puis, je veux dire, ça ferait que comme le dernier film de cette série temporelle-là, elle terminerait en 98. Bon, ça se tient quelque part qu'on serait peut-être 5 ans après Vendredi 13-4. On se trouverait quelque chose comme en 1989. Ça serait une possibilité. Mais encore là, je pense que c'est si on se casse la tête à partir de là, c'est que on n'est pas vraiment concentré sur le film, puis on n'est pas en train de penser aux bonnes choses qu'on devrait penser en ce moment. Le Tommy qu'on nous présente dans le film, ça fait vraiment un contraste avec le Tommy qu'on a vu dans le dernier film. C'est sûr qu'il est plus âgé, il a vécu. Je veux dire, dans le fond, il a vécu là, dans la hantise toute sa vie par la suite du premier film. Je sais pas si c'était exactement comment que je voyais le Tommy du dernier film se rendre là. Il avait l'air quand même à avoir un petit peu plus là, de courage. Il avait l'air à se tenir un petit peu plus que à la fin du 4. C'est lui qui a quand même pris tout le contrôle de la situation. Puis là, il est en train vraiment là, de tout perdre la raison dans ce film-là. Je le sais pas. J'ai pour l'instant, ou en tout cas, à ce que je sache, j'ai pas de problème vraiment. Fait que je suis pas dans leur tête. Fait que c'est possible aussi. Puis chaque personne, ça je peux comprendre aussi que chaque personne peut réagir différemment. Il est possible que tout ça. C'était un stress dans le quatrième film, puis par la suite, ça y a tout le temps travaillé au courant des années, tout ça, puis là, ils se voyaient avoir Jason Voorhees un peu partout, tout ça, c'est ça qu'on peut comprendre. Il est quand même capable de faire des choses, il est pas tout le temps reclus dans son coin, mais on voit qu'il est insécure, puis il est toujours prêt à se protéger. Mais dans le total, le recasting de John Shepherd, j'ai rien contre ça. Je veux dire, il va faire une belle job. Le personnage, moi, tout le long du film, il va quand même me captiver. Je vais être pas mal en arrière de ce personnage-là. La manière qui est démontrée dans le film. Puis aussi, ultimement, qu'est-ce qu'il va devenir à la fin du film. Je suis capable de le voir avec cette manière-là qui est interprétée dans le film. De tout voir son cheminement dans le film. Puis je pense que c'est important parce que c'est juste une des seules affaires qu'on a comme histoire puis d'idées qu'on veut traverser dans le film. Puis je trouve qu'on a pris quand même une bonne personne pour passer le message. Là, par la suite, on va avoir pas mal l'introduction là, de tous nos autres personnages. Faut pas oublier qu'on va avoir 22 meurtres dans tout le film. Ça en fait pas mal de meurtres. Puis c'est largement... facilement le Vendredi 13 le plus meurtrier depuis le début, depuis les 5 premiers films. C'est vraiment beaucoup. Fait qu'il faut qu'il y ait des personnages, mais à quelque part, il faut qu'il y ait une introduction à quelque part, mais là, on va avoir l'introduction de la police, puis le shérif, puis son adjoint. Les autres, ils vont amener 2 autres personnages qui font partie de la maison de transition. Il y a Tina et Eddie là-dedans. Je peux vous dire que pour trouver tout le nom des personnages, ça a été quelque chose. Il faut vraiment fouiller partout, il faut vraiment tout le temps être attentif. Des fois, il fallait que j'aille sur IMDb. En tout cas, ça a été quelque chose. Là. Je vais vous parler des noms de personnages aujourd'hui. Là. Ça donne pas grand-chose, mais à quelque part, juste pour qu'on essaie de suivre, à quelque part, c'est quelque chose là, que, au total, qui a dû me prendre à peu près 3/4 d'heure, 1 heure à réussir à placer tout le nom des personnages. Il y en a tellement. Puis juste des personnages qui font des caméos, là, quasiment, ou genre juste une mini-apparition pour juste se faire tuer après, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, on a, c'est ça, bon, on va dire que c'est des nymphomanes, quelque part, qu'ils sont apportés par la police. C'est là qu'on va avoir l'introduction aussi de Ethel et Junior, qui sont des voisins qui ont des problèmes avec la maison de transition. Ça veut dire aussi que c'est un petit quartier, c'est pas juste la maison de transition. C'est sûr que Jason va comme par hasard, parce que là on sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer, puis on sait pas que c'est un imposteur en ce moment. C'est drôle qu'il va juste se concentrer pareil juste sur cette maison-là. Est-ce que Pinehurst est pas loin de Crystal Lake? Ça, on n'en parle jamais. On va peut-être supposer que ça l'est parce que quelque part, il faut que le mythe de Jason Voorhees se soit rendu à l'endroit parce que ça va être comme important pour que l'imposteur se déguise en Jason. Bon, pourquoi il se déguise nécessairement en Jason pour tuer le monde quelque part, je le sais pas.
En tout cas, on va en reparler tantôt. On va juste parler un peu là, de Ethel et Junior. Quand même, c'est pas un couple, dans le fond, c'est sa mère et c'est une mère et son garçon. Probablement mes personnages préférés du film. Je veux dire, c'est juste tellement ridicule. Ethel, je veux dire, c'est tout bien qu'Ethel, c'est peut-être cliché tout ce qui sort de sa bouche, mais c'est hilarant, là, c'est drôle, là, quelque part. Ça rajoute quelque chose au film là, que je trouve que c'est le fun à voir un peu. Mais tout le monde a comme genre leurs 2 minutes pour qu'on comprenne rapidement là, les personnages. Puis après ça, ils se font tuer éventuellement. Puis ça sera pas plus évident quelque part où on va voir Ethel et Junior dans leur maison, puis que tout d'un coup, il y a un genre de mendiant qui va passer chez eux parce qu'il a faim, naturellement, puis il est prêt à faire n'importe quoi, puis elle va lui donner une job pour finalement y remplir la vente. Puis que lui, plus tard, dans le nulle part, il va se faire tuer. Ça, c'est quelque part une idée que je me dis, ça n'a comme pas rapport. Ça m'a toujours dérangé. J'ai dû voir ce film-là, je pense, j'avais 7-8 ans la première fois que j'ai vu ce film-là. C'est dans les premiers des Vendredi 13. J'étais peut-être même plus jeune quand j'ai vu ce film-là. Comme j'ai dit, j'avais une cassette bêta que j'avais le 4 et le 5 enregistrés dessus. Fait que c'est pas mal la première fois où j'ai écouté les Vendredi 13. Ça a commencé avec le 4 et le 5. Que le fait que c'est un imposteur, c'est quelque chose qui m'avait pas dérangé à l'époque. Fait que j'ai tout le temps vu ça comme film avec l'imposteur, puis ça a comme commencé tout là à partir de là. Fait que peut-être que je regarde le film d'un différent œil que vous. Fait que je vous place un peu la manière que moi j'arrive au film. C'est sûr qu'aujourd'hui, je l'analyse d'une autre manière, que des choses que j'avais jamais vues. Je dois avoir vu ce film-là peut-être 25-30 fois, peut-être plus même. Puis cette fois-là, je le regarde toujours comme si c'est la première fois que je vois le film, puis je l'analyse d'une différente manière, comme si c'était le premier visionnement, dont le nom du podcast. Puis tout ça pour dire que le mendiant, quand il se fait tuer, j'ai toujours comme trouvé ça comme aucun rapport, c'est gratuit. C'était encore une affaire comme on a vu au début, on y voit la face, puis tout d'un coup, on voit juste le couteau y rentrer dans le ventre, puis c'est très drabe. Pourquoi avoir même mis le personnage? Je veux dire, il donne absolument rien. Je sais pas exactement, là, ça donnait absolument rien. Si, mettons, on voulait au moins donner une idée que peut-être que c'était lui le tueur, on l'a eu à peu près une fraction de seconde quand on voyait qu'il était un peu voyeur. Puis c'est tout. Je veux dire, ça fait absolument rien. Puis honnêtement, si on est en train de regarder un vendredi 13 puis on se rend compte de des affaires de même, ça va mal. Je suis pas en train de dire que j'aime pas le film à date. Là. C'est vraiment ce que je veux être clair là-dessus. C'est tout simplement des notes que je fais. Surtout sur ce personnage-là qui n'a aucun rapport à être dans le film. En tout cas, on va retourner en arrière parce que le mendiant ne pouvait pas être tué avant la scène dont je vais parler. On va voir le personnage de Joey, que lui, on sait pas exactement c'est quoi sa maladie dans le fond, mais il essaie d'approcher Robbie puis Violette, puis eux autres dans le fond ils veulent rien savoir de lui. Lui, il est là quand même avec toute la face en chocolat, tu sais, puis il essaie de même les aider à mettre du linge à la corde à linge, puis demain il a toutes les mains pleines de chocolat, puis tu sais, en tout cas c'est tout bien dégueulasse. Fait que lui il revient de bord, puis il s'en va voir Vic. Le personnage de Vic, moi je me suis toujours dit, à quelque part, il fait tellement pas là parce qu'on a des jeunes, puis là on a lui qui a de l'air d'avoir à peu près 40 ans. Il se trouve que cet acteur-là, il est décédé une dizaine d'années après le film d'une leucémie, puis il a 35 ans, en tout cas. Fait que, père son âme, là, c'est pas quelque chose de méchant que je veux dire envers lui. Mais c'est quelque part que je veux dire, même je le vois aujourd'hui, je le voyais dans le temps, tout ça, on dirait qu'il y a tout le temps eu une grosse marge d'âge avec les autres acteurs. En tout cas, je sais pas si, mettons, on n'aurait pas pu prendre un acteur qui avait l'air un peu plus jeune ou quelque chose de même. Ça change pas. Par contre, je trouve qu'il y a de l'air vraiment de qu'est-ce qu'il va faire. Il y a de l'air de quelqu'un qui est enragé, puis qu'il faut pas le chercher tout à fait. Quelque part, il y a peut-être un petit problème de colère. Puis, à quelque part, c'est ça. Et Joey va lui dire quelque chose d'un peu de travers. Puis, ça va vraiment le faire décrocher. Puis, tout d'un coup, il va tuer Joey tout de suite sur place.
Ce qui va, dans le fond, amener pas mal tout le film, dans le fond, qui va faire tous les événements qui vont se passer dans le film vont partir à partir de cet événement-là. C'est sûr que c'est facile d'arriver puis dire ah, c'est évident que c'est l'ambulancier. Parce que on va voir tout le personnage là, de Roy Burns qu'il réagit quand il voit le cadavre, qu'on va apprendre que c'est son garçon. C'est bien facile à dire. Dans le temps, quand on avait vu Jason tout le long, puis là que tout d'un coup, ben que ça serait pas Jason, puis ça serait un imposteur. Je pense que c'est vraiment un petit peu trop évident. Puis même, à quelque part, dans une des scènes plus loin, on va voir même Roy répondre aux policiers. Pendant que le policier se pose des questions, ben, on va s'arranger pour y voir la face aussi, puis qu'ils disent ah, tu me parles là-dessus. C'est très évident, à quelque part. Mais en tout cas, je crois que quand même, pour le temps, le monde s'attendait tellement à ce que ce soit Jason, que même s'ils l'ont quand même mis dans la face de tout le monde, ça a réussi à passer quand même sans que le monde s'en rende compte. Fait que c'est là qu'on va avoir une scène qui est reliée à rien. On va avoir deux bombes ou deux rockers, en tout cas. Deux personnes là, qui arrivaient directement du film Grease. Je sais pas exactement. On a Pete et Vinny que je sais pas. OK, faut dire qu'ils ont comme genre de chicane de couple ou quelque chose de même. Ils sont supposés aller rejoindre des filles. En tout cas, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer par la suite. Faut comprendre qu'il y en a un que son commentaire, ça va être qu'il aurait dû tous mourir à la clinique parce qu'il a tous des problèmes. Puis l'autre, ben, tu sais, il est juste comme tout le temps en train de donner des ordres à l'autre. Il a l'air à se plaindre tout le temps. Il a l'air jamais de vouloir faire quelque chose. Il est juste en train de tout ordonner les choses. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est deux personnages qu'on n'aime pas bien. En bout de ligne, puis ça va être la première apparition là, de Jason. Ok, je vais dire Jason parce que c'est ça qu'on est supposé penser jusqu'à la fin. Fait que je vais tout le temps dire Jason, même si ça ne l'est pas, mais c'est juste pour mettre les choses claires. Le premier, dans le fond, Billy, lui, Jason va y mettre un flair c'est pour la route, dans le fond, là, que les policiers utilisent ou n'importe qui utilise pour tasser le monde du chemin. Il va y mettre ça dans la bouche. Je sais pas si c'est le genre de meurtre que Jason ferait nécessairement. Peut-être là, dans les films à venir, ok, mais qu'est-ce qu'on a vu à date? Je le sais pas. Mais est-ce que c'est efficace comme meurtre? Je le sais pas non plus. J'ai jamais été vraiment un gros fan de ce meurtre-là. Ils ont fait une prothèse là, ou un mannequin de la tête de l'acteur, puis ils ont mis ça dans la bouche, tout ça. J'ai toujours comme trouvé que c'était juste comme très drabe comme meurtre. L'autre, il va arriver de la salle de bain, des buissons dans le fond pour faire des besoins. Puis il va se faire tuer une fois qu'il est au volant de sa voiture. Je pense que c'est un petit peu plus efficace dans le fond, que c'est un peu un meurtre déjà vu comme idée. Juste qui est en arrière de la voiture. Ça fait penser un peu à Halloween 1. Où ce que je pense que c'était le premier meurtre en tant que Michael Myers adulte, qu'il avait été caché en arrière de la voiture, puis que dans Halloween il l'étrangle. Ben là, dans ce film-là, il fait juste y couper la gorge direct. Je trouve que c'est quand même un bon meurtre. Tu sais, contrairement aux autres meurtres, il n'y a comme pas de plan de tout d'un coup, on voit l'arme, puis après ça, ben on voit la gorge rangée, quelque chose de même. Je veux dire, c'est comme tout spontané, puis c'est peut-être le meurtre le plus efficace, puis c'est tellement simple, mais quand c'est bien fait, ben ça a des points. Tommy, il va se réveiller le lendemain, comme s'il arrivait à ça, ou quelque chose de même, en tout cas. Dans le fond, il est arrivé à Jason, il va se réveiller, il va se lever du lit, il va arriver pour prendre des pilules, puis on va voir que Jason est en arrière. Tu sais, on voit que ça marche pas tout à fait. Là. Par la suite, ben, on va voir les personnages là, qu'on n'avait pas encore vus. Ben, on va voir le grand-père de Reggie aussi qu'on n'avait pas vu, puis que là, on va nous lancer l'idée que Reggie a un grand frère. Fait que on nous ajoute ça. On ajoute aussi l'idée que dans le fond, ben, ils sont pas tout à fait tous les personnages là, qui sont à la clinique ou à la maison de transition, ben, ils sont pas tout à fait tout prêts à sortir à 100%, mais sont là pour se préparer. Mais ils vont lancer le commentaire qu'il y en a une qui va avoir monté la table, mais elle va avoir monté la table pour une personne de trop, parce qu'il y en a un qui s'est fait tuer. Je vais les corriger pareil. Il y a deux personnes de trop, dans le fond.
techniquement, il manque 2 personnes. Il reste. Il y a Vic aussi qu'on parle pas. En bout de ligne, je comprends pourquoi on n'en parle pas. Il vient de tuer l'autre, on veut comme peut-être pas y penser, mais en bout de ligne, c'est quelque chose que je pense qu'ils n'auront pas pensé là, dans l'écriture. On voit quand même que sont toujours prêts à chercher quelque part. Il y en a un que Eddie, que lui va avoir été fouillé dans la chambre à Tommy, puis qu'il va avoir pris un des masques à Tommy. On voit que le tempérament à Tommy est quand même assez fragile, puis que dans le fond, il va sauter tout de suite d'en face à Eddie une fois qu'il va avoir repris son masque. On l'avait vu quand même un peu aussi quand Reggie avait pris le masque de Tommy au début aussi, là, puis que, je veux dire, il aime pas qu'on touche à ses affaires. Comme tout le monde, il est pas nécessairement différent de tout le monde. Je pense que, on aime juste pas avoir quelqu'un qui vient fouiller dans nos affaires, c'est tout à fait normal. Fait qu'on va être rendu à notre deuxième scène de n'importe quoi. On va avoir Lana qui travaille dans un resto pas loin, j'imagine pas loin, qui va avoir le chauffeur qu'on avait vu au début du film qui avait apporté Tommy à l'institut. Lui, dans le fond, il va chercher sa blonde au restaurant, qui a fini de travailler. Pendant qu'il attend, il se remplit de nez de cocaïne. Puis elle, c'est juste du cliché carrément. Elle va se préparer. En écoutant les documentaires pour le film, comme que j'ai déjà dit, en même temps, je suis sur le film, le documentaire Crystal Lake Memories, juste pour un peu m'embarquer en même temps. Puis encore une fois, je le dis, c'est toujours un bon accompagnateur là, pour tous les fans du film de Vendredi 13 ou des films de Vendredi 13. C'est toujours quelque chose là, qui est une bible à écouter. C'est un documentaire qui est très très long à écouter, mais qui vaut tellement la peine à écouter. C'est vraiment le fun à écouter comme documentaire. Puis ce qui est le fun à écouter comme documentaire, c'est que même si ça fait pas loin de 7-8 ans qu'il est sorti, il est encore à jour, puisqu'il n'y a pas encore de suite au dernier film. Puis ça va aussi pour le film là, de Never Sleep Again là, que je fais en parallèle avec les films de Les Griffes de la Nuit. C'est des documentaires qui sont faits par les mêmes personnes, puis que je veux dire, ça vaut la peine d'écouter en rajoutant là, sur la rétrospective. Si des fois vous avez un documentaire aussi qui s'appelle His Name Was Jason. C'est un documentaire que j'ai vu, que je possède aussi, que j'ai écouté juste une fois, mais en tant que fan de la série, honnêtement, je trouve que c'est un documentaire qui ne vaut pas vraiment la peine d'écouter. Dans le fond, c'est juste un documentaire qui nous dit qu'est-ce qu'on connaît déjà. Fait que c'est plus un documentaire qui fait juste comme nous faire un résumé de tous les films. Tandis que dans Crystal Lake Memories, on a tous les acteurs, genre à peu près 95% des acteurs ou des gens qui ont travaillé sur le film, qui reviennent pour nous dire comment ça s'est passé. C'est des choses qui se contredisent un peu avec les commentaires qu'on a sur les films. C'est pas tout à fait clair. Puis c'est sûr que des fois il y a des affaires qui sont arrangées au montage. Fait que faut faire attention à ça. Mais je pense qu'à quelque part, c'est quand même assez transparent comme chose. Il y a le livre aussi de Crystal Lake Memories qui est un atout. C'est quelque chose que j'ai lu il y a à peu près une dizaine d'années. Dans le fond, le film est plus un résumé de ce livre-là. Mais en tout cas, quelque chose que je vous suggérerais là, très fortement, là, si vous aimez là, le film ou la série d'aujourd'hui. Allez vous procurer ça tout de suite, Crystal Lake Memories. Le livre, c'est sûr que c'est une belle brique à lire, puis c'est long, c'est très documenté, mais ça vaut vraiment le coup comme livre de rétrospective. Où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'est que la fille qui fait Lana, elle, c'est elle qui a lancé l'idée là, de se montrer nue pour la télé, puis elle avait vu un film qui s'appelait All That Jazz, qui était une couple d'années avant, puis elle a eu comme l'idée là, d'arriver puis de se montrer puis à dire it's showtime. Fait que, en tout cas, pensez ce que vous avez à penser à partir de là. Mais ce qui est drôle à partir de là, c'est que on a un réalisateur que lui, dans le fond, il a fait pas mal du softcore porn avant. Fait que tu y sors une idée pour te dévoiler, n'importe quelle idée va passer, puis c'est pas mal clair en écoutant le film, puis à partir de là que
la manière que l'actrice apporte ça comme idée, ben, tu sais, j'ai apporté cette idée-là, puis il m'a dit, OK, ben, oui, je pense que je l'aurais jamais vu dire, ça n'en montrait trop, tu sais, en tout cas. Petit commentaire de même, puis qui me fait comme rire un peu. Je sais pas à quoi que l'actrice a pensé à quelque part, là, mais en tout cas. Fait que là, il y a un chat dans le restaurant. Je trouve que ça a comme pas rapport tout à fait. Le chat rentré comment? Est-ce que Jason a fait rentrer le chat pour que elle soit occupée à chercher le chat pendant que lui, il va tuer Billy le chauffeur? Je sais pas tout à fait. Ça se tient pas tout à fait. C'est juste du cliché quelque part. Billy, lui, il va se faire tuer avec une hache dans la tête. Puis elle, ben, elle va aussi mourir par la même hache. Tu sais, encore une fois, c'est comme un peu tout le temps bande dessinée comme plan. Tu sais, on voit comme la hache qui rentre dans l'ana, puis après ça, ben, on a comme un plan de elle qui est couchée à terre. Je sais pas, tu sais, à revoir réécouter le film encore une fois, peut-être une bonne fois, je voudrais quasiment faire l'exercice de prendre une scène, puis juste comme le mettre en panneau. Puis je trouve que ça aurait vraiment l'air d'une BD. Puis, tu sais, une BD silencieuse à quelque part. Chaque meurtre est beaucoup similaire. Je dis pas qu'il y a des fois que c'est pas efficace. Puis que ça donne pas un style au film. C'est juste que peut-être que ça devient un petit peu redondant tranquillement. Que juste on voit comme les mains à Jason. Est-ce qu'on avait besoin de Tom Morga qui fait Jason dans ce film-là? Ou c'est-tu vraiment lui qui est là? Peut-être qu'il y a des scènes un petit peu coupées parce que dans le fond, le film a été taillé à quelque part à cause de la régie du cinéma pour qu'ils aient leur code de film. Mais à quelque part, on voit juste tout le temps une main qui tient une hache, une machette ou un couteau, quelque chose de même. Je veux dire, ça peut être le réalisateur qui est en train de juste faire le meurtre. On ne sait pas tout à fait. Ça va être vraiment à la fin du film où on va avoir Jason. Puis là, ben juste de rien voir, je sais pas, ça enlève quelque chose. C'est pas comme si, maintenant on voyait aussi Jason tout le temps dans les 4 premiers films. C'est juste que là, j'ai l'impression qu'on voit juste une main qui tue tout le temps. C'est quand même une nuance un peu. Il manque un petit peu de quelque chose dans les meurtres. C'est tout le temps comme un petit peu, tout le temps direct. Puis même, je dirais que oui, on voit pas la face à Jason en général dans les autres, mais des fois on peut voir quand même sa posture avant. On voit sa présence, on sent qu'il est là. Là, on voit juste, comme tout d'un coup, il y a une scène, puis là, ça coupe. On voit la main avec la hache, puis on voit la réaction de la personne qui se fait tuer. C'est vraiment quelque chose qui change un petit peu là, des derniers films. On a quand même la même ambiance des 4 premiers films, mais le visuel n'est pas pareil. Il y a quelque chose qui est pas pareil. C'est filmé pareil en fait de tonalité, mais juste quand on arrive pour les meurtres, il y a quelque chose qui est vraiment pas pareil de les autres films. Fait que le maire de la ville, lui, il est en train de virer fou un peu. Parce que là, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a des meurtres qui arrivent partout. Puis là, c'est un petit village. Puis tout d'un coup, ben, il y a plein de meurtres qui se produisent. Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas. Le shérif, lui, il va arriver puis il va dire, c'est Jason Voorhees. Puis là, ben, le maire va rire de lui. Puis j'espère qu'il rit de lui. Parce que, tu sais, Jason ne pourrait pas revenir en zombie, naturellement. T'sais. Fait que pourquoi que le shérif il arrive avec cette conclusion-là? Techniquement, je pense que c'est plus pour nous dire à nous que, on sait c'est Jason, ça a toujours été Jason. Pourquoi que ça sera pas Jason aujourd'hui? Bon, ok, le premier c'était pas Jason, mais en tout cas. Puis là, ben aussi ma question est la même que tantôt. Est-ce que Pinehurst c'est pas loin de Crystal Lake ou c'est carrément ailleurs? Bon, peu importe. C'est sûr que dans le temps, il y a quand même, après un bout, il y a eu tellement une grosse tuerie que probablement que même si c'est pas à côté de Crystal Lake, il y a des grosses chances que le nom de Jason Voorhees s'est répandu là, pas mal même à l'entour de la planète au complet. Qui a tué une trentaine de personnes, je pense que c'est un nom qu'il aurait passé là, assez connu là, dans tout le monde au complet. Là. Fait que ce soit proche ou loin de Crystal Lake, ça n'a vraiment pas d'importance. C'est juste que de ramener le personnage ou l'idée que ça serait Jason, ça n'a pas rapport en fait d'histoire. Je veux dire, le shérif dit ça, c'est sûr que c'est un imitateur. C'est ça qu'il aurait dû dire à quelque part. Bon, ben, c'est un imitateur puis qui a l'air à se prendre pour Jason à quelque part pour que c'est Jason. Mais à quelque part, on essaie de nous amener dans la voie que c'est Jason le tueur puis que lui, le shérif,
il sait, puis que nous autres, on le sait. Fait que, on se ramasse au meurtre de Eddie et Tina, que, comme j'ai dit, bon, c'est-tu des nymphomanes, quelque chose de même, ou c'est juste des hormones? En tout cas, c'est à vous de choisir en bout de ligne. On a peut-être un des meilleurs meurtres, là, en ce moment aussi, là, j'apprécie un des meurtres qu'il y avait eu là, des deux gars, les deux rockers au début. Dans l'auto, le gars qui s'est fait trancher la gorge. Tina, elle va se faire rentrer des gros ciseaux dans le fond, dans les yeux. Puis l'autre, ça va être une strap qui va y écraser la tête. Je trouve que peut-être toute la scène au complet, dans sa totalité, je trouve qu'elle est quand même efficace. Est-ce que ça vire vraiment en porno à quelque part? Peut-être un peu pas mal. Bon, c'est ok, c'est pas si grave que ça. C'est pas une mauvaise affaire compte tenu du film. Mais à quelque part, est-ce qu'on se focus sur la bonne chose? Peut-être que si on pense à ça, on n'est pas en train de penser à Vendredi 13. Je vais laisser ça à ça. Question de trouver d'autres personnages à tuer, parce que là, on commence à quasiment manquer de personnages. Il y a Pam, Reggie et Tommy que finalement, ils vont aller voir le grand frère à Reggie. Ils vont partir en auto ou en camion. C'est là aussi que je dis que la musique à Manfredini, quand il embarque dans leur pick-up, ils sont juste en train de se diriger vers le camping où ce que le démon est. Puis Manfredini, il fait n'importe quoi sa musique. Je sais pas exactement pourquoi qu'on a cette trame musicale-là à cet endroit-là. Je veux dire, ils font juste se promener en camion. Je veux dire, ça marche pas leur affaire. Le camping, il semble avoir quand même quelques voitures, dans le fond, qui sont stationnées là. Pourquoi est-ce que ça va juste être Démon et sa blonde qui vont se faire tuer? Je le sais pas tout à fait. Peut-être que Jason va avoir tué le restant aussi, là. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, on nous introduit au personnage de Démon puis sa blonde. Tu sais, il y a des choses, je pense que c'est pas tout à fait légal là-dedans. Tu sais, je veux dire, c'est quand même assez drôle. Je pense que c'est un genre de contrebandier qui il prend des affaires un peu partout. Puis en tout cas, fait que peu importe, il fallait nous rajouter des personnages à tuer, puis on les a rajoutés. Juste avant ça, on a eu Junior qui s'était ramassé à cet endroit-là, puis qu'il a vu Tommy, puis Tommy, il vient de la maison de Pinehurst, puis le conflit avait commencé un peu plus tôt, puis on sait que la mère à Junior, elle aime pas cette maison-là, fait que il y a un conflit, puis on voit quand même que Tommy il est quand même capable de se défendre, mais que c'est ça, il devient agressif assez rapide. On l'avait vu un peu tantôt, puis là ça continue, il est quasiment sur le point là, de tuer Junior. Ça va terminer que Tommy va devoir se sauver parce que dans le fond il voit qu'il est en train de perdre les pédales. Puis dans le fond Pam et Reggie vont quitter suite à ça pour comme ils sont trop mal à l'aise. Fait qu'ils vont partir de là. Ils vont retourner à la maison. Puis tout de suite en partant, Démon, c'est là où lui il va devoir courir à la salle de bain. Puis ça là on va commencer à niaiser un peu avec la cabine. Pas un endroit où est-ce que vraiment tu veux te faire tuer, tant qu'à moi. Ça fait déjà la deuxième fois qu'on voit quand même une salle de bain ou quelque chose de même. On avait eu le personnage de P qui est allé dans la salle, dans le buisson pour faire ses besoins. Là, lui, il est carrément là, dans une toilette publique. En tout cas, je sais pas c'est quoi ce qui est trop fascinant là-dedans, là, dans cette série-là, qu'il faut tout le temps aller à la salle de bain. Là. Mais en tout cas. Anita, elle va se faire égorger. On ne saura pas exactement pourquoi. Comment plutôt. On imagine que c'est encore un fameux couteau qui a tranché la gorge. Puis Démon, il va se faire embrocher par un tuyau là, que Jason va passer au travers de la cabine. Puis ça, c'est juste après là, d'avoir chanté sur la toilette, tout ça, c'est juste, il faut un peu embarquer un peu. On a donné le 2 minutes au personnage avant qu'il se fasse tuer. 2 personnages qui sont quand même le fun à voir. On voit que il y a quand même une chimie un peu qui se fait là, à l'écran, puis c'est quand même le fun. Juste chose à part, quelque chose que je vous dirais, il faut vraiment que vous allez voir ça sur internet. La chanson qu'ils font sur la toilette, il y a un remix sur YouTube. Il faut vraiment que vous trouvez ça. Cherchez ça ou Baby, Vendredi 13 ou Friday the 13. Faut vraiment que vous entendez ça puis que vous voyez la vidéo avec.
C'est quelque chose que j'ai écouté en boucle les dernières fois que j'ai écouté le film. C'est comme le bonus essentiel à aller avec le film. Ou c'est le clip vidéo officiel du film. Je sais pas comment placer ça, mais il faut que vous voyez ça. Ça va juste avec le film. Là. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous alliez voir. Mais en tout cas, pour le meurtre d'Anita, ben comme j'ai dit, c'est juste ça s'est fait trancher la gorge. C'est quelque chose qu'on a déjà vu tantôt. Je veux dire, c'est un meurtre au couteau. Puis je trouve que c'est banal comme idée, là, rendu là, c'est comme pas le premier meurtre qu'on a au couteau. Puis c'est sûr que c'est claustrophobe pour Demon qui est dans la salle de bain, puis là, ben, Jason va attaquer où? Je trouve que c'est quand même assez rapide. Il y a 3 coups. Il y a un coup qui est dans le beurre, juste pour montrer la menace. Le deuxième coup, il va y rentrer dans le genou pour montrer que là, il l'a eu avec quelqu'un, qu'il l'a touché. Puis la dernière fois va être fatale. Je trouve que c'est un peu rapide. Je pense qu'on aurait pu augmenter un petit peu plus la tension ou avoir peut-être un coup ou 2 plus. Mais en tout cas, quelque part, on veut se dépêcher à mettre encore un nouveau meurtre. Puis des personnages qu'on n'a pas vus depuis le début, mais on a donné quand même un beau petit 2 minutes à ces personnages-là pour pouvoir avoir un peu de sympathie à leur mort. Fait qu'on va retourner à Pinehurst. On va apprendre que le grand-père à Reggie puis Matt, eux autres sont disparus. Puis ils vont nommer aussi tous les autres personnages là, qui sont plus là, mais ils les trouvent plus. Là, fait que on peut comprendre qu'on va avoir un plan de tout le monde qui reste à Pinehurst. Là, c'est les 4 personnages plus Pam. Elle va partir dans le fond à la recherche de Tommy. Puis pendant ce temps-là, ben, on va avoir Ethel puis Junior. Quand même une scène qui donne mal à la tête. Junior va se promener avec sa moto alentour de la maison. Il va tout être en train de crier. Moi, j'ai écouté le film avec mon casque d'écoute. Quelque part, il a fallu que je baisse le son un peu parce que, je veux dire, c'est interminable. Puis là, t'as juste hâte que Jason il coupe la tête. Ça va être un soulagement quelque part quand il va y couper la tête. Mais encore une fois, c'est un arme qu'on a vu Jason utiliser plusieurs fois. Mais le fait que la tête au complet va être tranchée, ben tu sais, c'est quelque chose qu'on a monté ça un peu là, d'un cran. Puis Jason va reprendre la même arme pour tuer Ethel, qu'elle est en train de faire une grosse ratatouille. Puis en tout cas, je trouve que visuellement, encore une fois, c'est quand même un peu stylisé. Puis, mais ça tombe quand même dans une allure qu'on verrait là, dans une BD. Si on devait faire la BD officielle là, de Vendredi 13-5, ben, on aurait un panneau qui montrait Ethel en face de sa soupe. On aurait la machette qui passe au travers de la fenêtre dans le panneau après. Puis on aurait Ethel dans la face dans la soupe dans le panneau suivant. Fait que je trouve que c'est quand même un meurtre qui est stylisé, tu sais, où elle ramasse ses tomates, là, qu'elle les écrase. Ça fait un peu penser aux bananes dans le film précédent, où on avait eu la fille sur le bord de la route là, qui s'était fait tuer en mangeant une banane. Là. C'est un peu le même principe. Puis je trouve que visuellement, ben, je trouve que c'est un meurtre qui est quand même assez réussi. Mais encore une fois, ben, on a vu quand même le personnage d'Ethel, elle à part glorieusement là, en train de juste encore être en train de chialer après son garçon. Fait qu'on retourne à Pinehurst. On a Robin puis Jake qui écoutent un film. Robin, plutôt Jake, il va essayer dans le fond là, de s'approcher de Robin. Puis elle va la repousser. Jake, lui, ben, dans le fond, il est en hormone quelque part, puis il a envie de coucher avec quelqu'un. Fait qu'il va aller voir Violette. Puis en sortant de là, ben, on va avoir encore un autre fameux panneau de bande dessinée. Ben, on va voir la face à Jake dans un panneau. L'autre panneau après, on voit la machette. Puis l'autre panneau après, ben, on voit la machette d'en face. Tu sais, c'est comme un peu l'habituel. Bon, là, on verra pas la machette nécessairement en face. Là, tu sais, on va plus voir la machette disparaître. Mais en tout cas, tu sais, c'est tout le temps un peu la même affaire. Le film fini, Robin, elle va monter en haut de sa chambre. Elle va se trouver un petit peu stupide, dans le fond, là, qu'elle aurait pu s'approcher là, de Jake aussi. En tout cas, quelque part, je sais pas là, j'ai aucun commentaire là-dessus.
On va voir Robin qui, elle, elle va faire les souhaits du réalisateur, puis elle va se dénuder au complet. Puis tu sais, ça va comme être quasiment exagéré. Aucun problème avec ça, encore une fois. Mais je veux dire, c'est comme tout le long, ben tu sais, ça lâche pas. Mais en tout cas, je vais dire un commentaire sur la généralité. Je sais pas, tu sais, j'ai aucun problème avec la nudité, puis vraiment pas du tout, ok? Ça rajoute quelque chose. Mais, puis là, ben, tu sais, je veux pas sonner primaire ou quelque chose de même, là. Je veux pas sonner comme un primate, plutôt, là, quelque chose de même. Ok, c'est le fun, ok? Je peux pas dire le contraire de ça, ok? J'ai rien contre ça du tout. Mais. À quelque part, tu sais, dans les 4 premiers vendredis 13, c'est pas. Tu penses pas nécessairement à la nudité en voyant les 4 premiers films. Tu sais, il en rajoute à certaines places, tout ça. C'est bien le fun à voir, ok. Je suis un homme, ok. Puis je suis pour la beauté de la femme, ok. Ça, c'est correct. Mais à quelque part, quand t'es rendu à avoir des scènes que tu te demandes, en fait, le film, est-ce que c'est un film qui est là pour genre juste démontrer des femmes plus que démontrer des meurtres? C'est là que je sais pas. Je veux dire, à quelque part, oui, aujourd'hui on a l'internet aussi, là, que mettons, si on veut voir des femmes tout nues, ben on peut y aller là. Là, tu sais, comme j'ai dit, j'ai aucun problème avec ça dans le film, mais à quelque part, on casse un peu le moule des premiers films. Puis, je dis pas que les filles auraient dû être peut-être un petit peu plus pudiques, mais à quelque part, on dirait que ça a l'air être plus qu'est-ce qu'on veut montrer. Puis, à quelque part, ben, tu sais, on se concentre pas exactement sur qu'est-ce qu'on veut faire de l'horreur dans le film. Puis là, ben, je veux dire, on fait un peu n'importe quoi. Là. Puis je trouve que ça rend le film un petit peu plus bas de gamme que qu'est-ce qu'on a vu dans les derniers films. Je sais pas que vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire par là. J'ai aucun problème à ce que ça le soit, mais peut-être pas dans un vendredi 13. Je vais placer ça plus dans ces mots-là. Fait que Jason va tuer Robin un peu la même manière que Kevin Bacon a été tué dans le premier film. Dans le fond, en gros, il va la retenir au lit, puis il va rentrer le couteau autour du lit, puis il va la tuer. Bon, ok, Kevin Bacon c'était dans la gorge, là, mais en tout cas. Meurtre qui est quand même pas très très satisfaisant. En bout de ligne, ça fait juste se faire tuer. On voit pas grand chose. On a vu plus de nudité que de meurtre là-dedans. T'sais. Il y a peut-être le fait qu'elle se retourne de bord puis qu'elle a la face à Jake dans sa face, qui est peut-être un petit peu plus le côté horreur là-dedans, mais on dirait qu'il commence à manquer beaucoup d'idées de comment tuer les personnages. Puis c'est plus ça un peu aussi qui me dérange à quelque part. C'est comme, ok, on va mettre la nudité pour compenser pour le manque d'originalité. Parce qu'il y a Violette à côté qui est en train d'écouter de la musique, puis qu'en bout de ligne aussi, elle va être tuée au couteau. Je sais pas, tu sais. Bon, ok, elle sera pas mise à nu, là, mais. Tu sais, je sais pas, il manque quelque chose à quelque part. C'est tout le temps du couteau, une machette. Tu sais, ça serait le fun de voir d'autres choses. Tu sais, on nous a montré quand même là, au début du film où on avait Eddie puis Tina que il était capable de faire quand même plus comme meurtre puis des choses un petit peu plus poussées. Mais là, je sais pas, on fait juste tuer nos restants de nos personnages super expéditivement quand on aurait pu faire des choses un petit peu plus élaborées. Fait que Reggie s'était endormi sur le divan en bas dans la maison. Il va se lever puis il va aller vérifier dans la maison, voir où est-ce que le monde sont. Bon, il est au milieu de la nuit, peut-être que le monde y dorme, mais en tout cas, il veut savoir si Tommy est arrivé. Fait qu'il va rentrer dans la chambre à Tommy, puis finalement, ben, Jake, Violette et Robin vont avoir été mis dans la chambre à Tommy. Comme pour qu'on pense peut-être que c'est Tommy le tueur. Puis Pam va arriver silencieusement en arrière de Reggie pour le faire sauter, ou nous faire sauter. Puis, en tout cas, ils vont comprendre qu'il y a un meurtrier qui est dans le coin. Fait qu'ils vont se dépêcher à redescendre en bas. Puis, Jason va arriver en défonçant la porte. Je sais pas exactement, là, c'est quoi l'idée. Ben, tu sais, dans le vendredi 13-4, Jason l'avait fait aussi. Il était rentré puis il avait défoncé une porte. Mais,
là, c'est comme la manière que c'est fait, il y a quelque chose qui manque. C'est comme exagéré. Je sais pas, on dirait qu'il y a des explosions alentour, quelque chose de même. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Là, puis même après ça, voir la face à Pam et à Reggie, dans le fond, qui regardent Jason, ils sont juste en train de crier. Ça fait vraiment le panneau là, de comique. Puis là, ça va être la poursuite. Ce qu'on a, dans le fond, dans tous les 4 premiers films, ben c'est là que la poursuite commence. Ils vont partir dans les bois, puis on va se ramasser à l'ambulance, puis on va se rendre compte qu'il y a un des ambulanciers, donc que lui, il va être mort. Puis Jason était miraculeusement à côté de l'ambulance. Il était dans la maison, puis là, ben, il était à côté de l'ambulance. Je sais pas comment il a fait pour les contourner quelque part puis être en avance. Mais ça, c'est la magie de Jason. Il peut être un peu n'importe où. Ça va faire peur comme tout à Reggie, puis lui, il va se sauver dans les bois. Puis après ça, ben, il va chercher Pam qui a laissé en arrière. Ça marche pas tout à fait. Juste vite de même, j'ai passé par-dessus quand même la mort à Doug, que lui, s'est comme fait égorger encore une fois. Un meurtre qu'on n'a pas vu, puis je veux dire, il s'est juste fait couper la gorge. Ça va être aussi là qu'on va voir la révélation là, de comment que Matt est mort. Il s'est fait rentrer un clou dans le crâne. Ça, honnêtement, je pense qu'on devait nous le montrer. La mort de ce personnage-là. Je trouve qu'on a passé à côté. Le personnage était quand même un personnage comme en guillemets important au début du film. Puis là, que tout d'un coup il a disparu, je pense que on devait quand même nous montrer sa fin. Puis là, ben, je trouve que ça marche pas tout à fait. Juste d'arriver puis que on le voit déjà mort. Je pense que ça aurait été quelque chose qu'on aurait dû voir que lui, comment que c'est arrivé ça. Quelque part, je crois qu'il aurait été capable un peu de peut-être se battre. Je pense pas que le personnage serait tombé facilement là, face à Jason ou surtout en face de l'imposteur. Mais je trouve que ça aurait été une belle manière, ou peut-être que justement il savait pas exactement comment en arriver à là. Je trouve qu'on nous a comme un peu triché. C'est le fait qu'on veut nous rajouter des morts, mais de l'autre côté, on ne nous montre pas tout, puis on nous rajoute du monde gratuitement. Puis je trouve que ça, c'est quelque chose là, qu'on aurait dû voir. Puis c'est pareil aussi pour le grand-père. Je dis pas que je voulais vraiment voir le grand-père se faire tuer. Ça, c'est correct que c'est une révélation un peu plus loin. C'est un personnage qu'on a vu juste dans 2 scènes, fait qu'on n'avait pas besoin nécessairement. Mais Matt, je pense qu'on nous devait, dans le fond, de le voir se faire tuer. Pam va continuer à se faire poursuivre. Puis Reggie, ben, il va se ramasser à sortir d'une grange avec un tracteur. Puis il va rentrer carrément là, dans Jason. L'acteur Tom Borga va dire que c'est une scène qui est bien filmée parce que je veux dire, c'est une cascade. Puis il aime bien ça. Puis c'est pas lui qui va faire toutes les cascades. Quelque part plus tard, quand il va tomber, ben ça va être l'acteur qui a fait Jason au début du film. T'sais. Fait que lui, il a bien aimé faire ce bout-là. Mais faut pas oublier qu'en général, ben, les acteurs qui font Jason sont déjà des cascadeurs. Puis c'est ça leur job, pas d'être acteur. Mais naturellement, c'est pas se faire rentrer dedans à 20 km/h par un tracteur puis avoir le ventre quasiment sectionné en deux qui va empêcher Jason de continuer. Jason va se relever, puis là, on va avoir comme un peu un rappel, dans le fond, des Vendredi 13, si on veut. On va retourner dans la grange qu'on n'arrête pas de... qu'on a vu principalement là, dans le film de Vendredi 13 3, puis je trouve que la manière qu'elle est montée, elle fait vraiment... qu'est-ce qu'elle avait de l'air là, dans Vendredi 13 3? Je sais pas si c'est la même, ou... si mettons, c'est une autre grange, là, on va supposer que c'est une autre grange, parce qu'on était à Pinehurst, mais je trouve que la grange, ben une grange c'est une grange, là, ça je vous le donne aussi, là, mais je trouve qu'elle ressemble quand même à la grange qu'on avait là, dans Vendredi 13 3. Pam, elle va se battre avec une scie mécanique, puis comme qu'on veut dans ce film-là, en bout de ligne, ben le hasard fait que la scie mécanique, une fois qu'elle commence à avoir le dessus, ben elle va manquer de gaz. Fait que elle va se sauver de Jason, puis Tommy va arriver en même temps. Tommy va essayer de jouer le même jeu qu'il a fait à la fin de Vendredi 13-4, puis il demandait à Jason là, de se rappeler, puis de se calmer, tout ça, puis il va essayer de se synchroniser quelque part avec Jason, mais Jason, n'étant pas Jason, n'embarquera pas dans son jeu. Mais je me dis à quelque part, même si c'est pas Jason, lui,
je sais pas, Roy, à quelque part dans sa tête, pourquoi est-ce que, dans le fond, il embarque pas un peu dans sa tête, à quelque part? Ça doit avoir un peu un conflit, à quelque part, mais en tout cas, on le verra pas tout à fait. Fait que Tommy va se faire blesser. Jason va lui donner un coup de couteau, puis finalement, ben, ils vont se ramasser en haut de la grange. Puis on va avoir comme notre finale à partir de là. En bout de ligne, on va réussir à tirer Jason du haut de la grange, puis il va tomber là, dans des piquants qui sert, je sais pas exactement à quoi là, sur une ferme, là, mais en tout cas, il va tomber là-dedans. J'aime quand même le fait là, que ça va être Tommy qui va comme trancher le bras à Jason. On voit pas grand chose, mais on peut très bien comprendre là, qu'il va prendre la machette et qu'il va carrément s'actionner le bras. On voit vraiment le bras qui fait comme tout en relâcher, tout ça, puis il y a comme une mare de sang, tout ça. J'aime beaucoup ce visuel-là. Mais ce que j'aime pas comme visuel, c'est avoir ce qui est supposément Roy Burns dans le piquant, le cadavre de Jason. Moi, je trouve que si on n'avait pas vu Matt de piner à un arbre, j'aurais pensé que c'était Matt. Je trouve que ça ressemble plus à Matt que l'acteur Dick Wayand. Mais heureusement, on a la scène à l'hôpital après où ce que le shérif il vient voir Pam, puis il explique dans le fond l'histoire, pourquoi on s'est rendu là. Je trouve ça quand même dommage à quelque part aussi. Le shérif, en bout de ligne, la manière qu'il est monté, je pense qu'il y avait. Il était monté pour être plus que juste être un spectateur à l'histoire. Je pense qu'il y avait une place pour ce personnage-là à faire quelque chose avec. Soit se faire tuer ou avoir une place pour se battre contre Jason quelque part. Dans le portefeuille de Roy, ben lui, il se garde une photo de lui-même. Puis honnêtement, ben une chance qu'on a une photo de lui pour nous dire c'est Roy qui était le tueur. Puis c'est sûr que on va apprendre que c'était le père à Joey qu'on savait pas. On l'avait dit à quelque part quand Joey est mort au début du film, ben que lui, il était orphelin, puis son père est parti, on ne sait pas exactement où. Fait que on nous avait laissé une petite piste à quelque part. C'est une plus grosse piste qu'on nous a donnée, là, dans le fond, dans le premier vendredi 13, pour qu'on nous arrive avec la mère à Jason. Je veux dire, on nous a donné beaucoup plus à travailler avec dans le film d'aujourd'hui. Puis, au moins, ça a rendu à la fin, ben, si on ne l'avait pas deviné, ben, ok, ça a le plus de sens. Puis là-dedans, ben, aussi dans son portefeuille, il gardait des histoires de Jason. Puis un autre portrait aussi, là, il y a quelqu'un dans un article de journal, ben, qu'il a réussi à prendre une photo très rapprochée de Jason. Je sais pas. Jason s'est laissé photographier à quelque part. Je sais pas si c'était quand dans Vendredi 13-4, là, que Jason s'est laissé prendre une photo. Peut-être une photo amateur, que c'était peut-être pas Jason nécessairement. Là, je le sais pas exactement, mais c'est quand même assez étrange d'avoir eu ça dans le journal si c'était Jason. On va avoir un rêve de Tommy que lui, il va comme perdre la tête puis qu'il va tuer Pam. Encore une fois, ben tu sais, c'est encore quelque chose que je trouve qui vient là, d'une bande dessinée. On voit dans le premier panneau le couteau qui est au côté là, de Tommy, puis le panneau après, ben on voit Pam qui se fait tuer, puis le troisième panneau, ben on voit Tommy qui se réjouit de ça. Tommy va se réveiller, tout perdu, tout ça. Là, il va voir Jason à ses pieds. Je trouve que c'est quand même une scène assez sombre, je veux dire, qui donne un peu la chair de poule, la manière que c'est monté. On voit que c'est comme le Jason original. On peut remarquer dans le fond, dans le masque, qu'ils ont gardé une différence. L'imposteur, lui, avait un masque bleu, puis Jason, ben, il avait son crochet dans le fond, dans le front. Qui était rouge. Fait que, une manière de distinguer les deux. Pour une raison X, Tommy a réussi à garder le masque de l'imposteur. C'était pas parti avec les pièces à conviction. Je sais pas exactement pourquoi. Puis en plus de ça, ben, je sais pas pourquoi ils se sont ramassés dans sa chambre d'hôpital. Je sais pas. Je m'imagine juste la scène qui a été coupée entre les deux. Ok, Tommy, il dit à quelque part, ben, je vais prendre le masque. Je vais l'amener avec moi, je vais chercher le pot, je l'ai, je vais le mettre dans le tiroir ici. Je suis d'accord à me faire hospitaliser, mais je veux dire, ok, ça n'a pas de sens ce que je viens de dire là. Bon, scénario B, ok, Tommy, il perd un peu conscience parce qu'en bout de ligne, il va falloir qu'il l'amène en ambulance, tout ça. Fait qu'on voit qu'il est comme inconscient un peu, il manque d'énergie, tout ça. Fait que
ils prennent le masque, puis quelque part, ils se rendent dans ces tiroirs, je sais pas comment. Mais en tout cas, dans tout ça, je suis pas capable d'arriver avec un scénario pour dire que le masque est dans ses tiroirs à l'hôpital. Pendant qu'il est en train de prendre le masque, Pam, elle est en train de comme refaire le rêve à Tommy. Pendant qu'elle est à la porte, Tommy, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il va faire. Il va lancer une chaise par la fenêtre, puis ça va péter. Elle va ouvrir tout de suite la porte, que Tommy est en arrière de la porte, mais dans le fond, il est en train de péter la fenêtre aussi. En tout cas, ça marche pas tout à fait. Je comprends que c'est une question d'édition, puis c'est juste pour qu'on aille... Le plan final, je peux comprendre ça, mais juste qu'il y ait juste l'autre bord de la porte, puis que Tommy soit juste comme en arrière de la porte, là, ça marche pas en point de vue logique. Là. Il peut pas avoir de temps qui se passe entre les deux. Mais on va finir avec le plan là, de Tommy qui a pris la place à Jason, puis qui nous laisse quand même un endroit assez intéressant où on pourrait aller là, dans un vendredi 13-6. Qu'on pourrait avoir ultimement Tommy comme meurtrier qui va avoir vraiment remplacé Jason. En conclusion, les 4 premiers films de Vendredi 13, c'est des films qui sont beaucoup solides, ils se tiennent beaucoup. Le 5e film, je sais que c'est pas un film qui est beaucoup aimé en général. Là, c'est un peu comme le film de Halloween 3. C'est le film qui n'a pas Jason. C'est le mouton noir de la série. Moi, je peux pas le juger juste par le fait là, que Jason n'est pas dans le film. Je trouve qu'on a quand même essayé de garder le ton puis l'ambiance des 4 premiers films. Ça c'est, je veux dire, c'est le fun à quelque part. La seule trahison qu'on va faire un peu pour les gens, c'est que on va avoir un imposteur, on n'aura pas Jason. Mais la manière qu'on a laissé Jason dans le dernier film, je trouve que c'est correct à quelque part. On a continué avec le personnage de Tommy. Puis l'évolution, en fait, de film, tout ça, il a essayé de faire quelque chose, puis ça, je l'apprécie grandement. C'est pas là où je peux vraiment tomber contre le film pour toutes ses ambitions. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Je trouve que il y avait des couilles pour faire le film. Puis moi, je suis en arrière de ça pas mal. Où est-ce que je trouve que le film, il me perd un peu, puis que je trouve qu'il perd beaucoup de points. C'est son style de bande dessinée, comme je dis depuis le début. Ça m'a vraiment frappé à cette écoute-là. J'étais comme pas capable nécessairement de mettre le doigt dessus à chaque fois que je voyais le film. Je me dis, voyons, il y a quelque chose qui marche pas dans les meurtres. On dirait qu'on a tout le temps genre le même meurtre à quelque part. Même si des fois ils changent d'arme, j'ai comme tout le temps l'impression que c'est des meurtres qui sont assez drabes. C'est juste comme on a un personnage puis on le tue. On a un autre personnage, on le tue. On a un autre personnage puis on le tue aussi. C'est comme c'est tout le temps la même affaire. On a 22 personnes qui meurent dans le film. C'est trop. On essaie d'en faire plus, mais en faisant plus, c'est beaucoup moins efficace que qu'est-ce qu'on a eu là, dans les 4 premiers films. Le dernier film, c'est sûr que pour moi, c'était le meilleur film dans la série jusqu'à maintenant. Puis il y avait beaucoup moins de meurtres, à peu près la moitié de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a essayé d'en mettre trop, puis à quelque part, on a perdu un peu des idées. Dans le dernier film, on a trouvé des manières tout le temps pour changer les choses. Puis même dans les dizaines de meurtres qu'on a, il y en a une couple qui sont redondants, puis on ne savait pas exactement quoi faire. Aujourd'hui, on a une couple qui ont été intéressants. Avec le meurtre de Tina et de Eddie, puis même le meurtre d'Ethel, qui était similaire à un des meurtres dans Vendredi 13 4, comme je disais, mais c'est sûr qu'en bout de ligne, les meurtres, c'est des meurtres, ils se ressemblent quand même. Mais dans la totalité, je suis pas capable vraiment d'avoir un meurtre mémorable comme qu'on a eu dans chaque autre film. Tous les meurtres, au final, vont terminer où ce que, sont pas toutes drabes, mais sont juste dans la moyenne. Ça a l'air d'un film qui est plus un film amateur qui veut se prendre pour Vendredi 13 qu'un film du calibre qu'on a eu dans les 4 premiers films. J'ai parlé de la nudité excessive un peu dans le film. Pas que j'ai quelque chose contre ça, mais à quelque part, ça rend le film qui est plus cheap un peu. J'ai vraiment l'impression d'écouter un film amateur avec tout ça.
Pas que j'ai quelque chose contre la nudité, je l'ai dit tantôt, mais je trouve qu'on essaye de juste remplir le vide avec du n'importe quoi, puis plus essayer de cacher le fait que on a manqué d'idées à quelque part. On aurait dû couper des meurtres là-dedans pour plus centraliser le film, puis qu'il soit plus linéaire. Puis je pense qu'il y avait le moyen de passer avec un film qui était beaucoup plus puissant que qu'est-ce qu'on a eu. Le film semble être juste un montage de séquences de meurtres. Ça a l'air d'être un greatest hits de meurtres, tout simplement. Les personnages, ils sont vraiment tous cartons. Ils ont rien de plus que qu'est-ce qu'on nous donne. On n'a aucun sentiment. On n'est pas capable de vraiment s'embarquer dans un personnage. Il y en a quelques-uns, là, je les ai nommés en passant au travers du film. Il y en a qui sortent un petit peu plus, mais au final, quand le film finit, je ressens rien pour personne. Puis je trouve que c'est là où il y a un problème dans le film. Pam, j'en ai rien à foutre. Reggie, j'en ai rien à foutre. Il y a Tommy un peu que je trouve que c'est son histoire, puis que je vais peut-être tenir un petit peu plus dans tout le film. Ethel, je la trouve le fun pour qu'est-ce qu'elle est, mais tu sais, je veux dire qu'elle meurt, je m'en fous un peu pareil. Tu sais, c'est toutes des affaires de même que. En bout de ligne, que le film, je ne vais pas y donner un rouge, mais je vais lui donner un jaune, puis je trouve ça décevant parce que c'est un film que, oui, il est le fun à écouter, puis je vais le réécouter, puis je trouve qu'il se fait beaucoup attaquer pour rien, mais à quelque part, il n'est pas capable de livrer la marchandise. Il va rester quand même un film peut-être un petit peu légèrement supérieur à certains d'autres films qui ont copié Vendredi 13, mais il est vraiment en train de frôler la ligne, être le film amateur de Vendredi 13 et un Vendredi 13 propre. Pour la manière que le film va finir, ça va être un hit en fait de monétaire. Il va faire de l'argent, comme les autres ont fait aussi. Ben, pas autant, mais le temps qu'on se rende compte là, que c'est un amateur ou que c'est un imposteur, ça va avoir touché beaucoup la réputation du film. Puis au prochain film, ben, on va comme tout un peu rééquilibrer l'histoire. Puis on n'ira pas dans la direction que le film veut aller. Moi, honnêtement, j'aurais continué à partir de là. Je trouve qu'on avait quand même quelque chose d'un peu plus solide. Dans le fond, le film qu'on aurait dû avoir après le film d'aujourd'hui, ben, moi, je pense que ça aurait pu être même le film d'aujourd'hui. Ça aurait pu être Tommy qui est le tueur dans le film. Puis c'était peut-être un petit peu une opportunité manquée là-dessus. Peut-être que les gens s'attendaient à plus que ce soit Tommy qui soit le tueur dans ce film-là que son ascension. Mais malgré tout, qu'on ait eu l'ascension de Tommy, ben j'aurais trouvé ça le fun qu'on aille le film ultime où c'est Tommy le tueur. Peut-être Tommy qui est le tueur et qui ressuscite Jason ou quelque chose de même. Ça aurait pu être quelque chose. Mais je trouve que où est-ce qu'on s'en allait pour la franchise, ben, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant pour les prochains films. On a déjà vu un film qui était moins bon, puis qu'ils ont quand même continué en prenant les bases de ce film-là, puis ils sont allés faire quelque chose de mieux. Tu peux toujours faire ça. À quelque part, ils vont avoir décidé un peu de renier ce film-là. Ils vont avoir gardé quelques petites bases, mais sans plus. On va en reparler là, la prochaine fois. Ce ne sera pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois qu'on va parler là, du film de Vendredi 13, ben, on va parler un peu là, de la suite. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme produit rendu suite à ce film-là d'aujourd'hui. Mais honnêtement, ça me désole beaucoup que on a décidé là, de partir dans une direction, puis finalement, ben, on va savoir retrater. Parce que je pense que quand même la manière que le film finit par surtout l'idée, ben on a quand même eu des très bonnes idées aujourd'hui. C'est juste que le film a été mal reçu, le fait que c'était un imposteur, mais ça l'aide pas aussi le fait que c'est juste des personnages vides. Puis on a juste tout caché tout. Par le fait de juste rajouter des meurtres un peu partout, puis que dans le fond, ben on a oublié quelque part l'âme du film ou de la série. T'sais, on a oublié quelque chose qui fait que le film, il faut quand même être sensibilisé aux personnages, pas juste avoir des meurtres gratuits. Puis c'est ça qu'on nous a vu montrer aujourd'hui. Fait que je tiens sur mon jaune, puis ça frôle pas le rouge, puis c'est pas un mauvais film, c'est juste que pour qu'est-ce qu'on a vu avant, ben je trouve qu'on a baissé la barre grandement là, pour comparer aux autres films précédents. Alors c'est pas mal tout pour aujourd'hui.
Les prochaines semaines, on devrait revenir là, dans l'univers des films de DC, en commençant avec le film des Créatures des Marais, film réalisé par Wes Craven, que à ce jour, j'ai juste vu légèrement là, quand il est passé à la télé. Là, dans les mêmes années là, du film que j'ai parlé aujourd'hui. Fait que c'est quelque chose, c'est un film que je vais revisiter nécessairement pas mal pour la première fois dans le fond là, depuis 30-35 ans. Là. Fait que si vous êtes amateur là, de films de super-héros ou de vieux films de super-héros, c'est un rendez-vous dans les prochaines semaines. Puis éventuellement, je vais faire d'autres films. Là. Je suis présentement en train de faire là, des films de Superman. Dans les dernières semaines, j'avais eu les films de Superman 1, Superman 2. Là, ça va être le Superman 3, Superman 4, Supergirl. Puis éventuellement, on va revenir là, avec le deuxième film des Griffes de la Nuit et possiblement là, avec vendredi 13, le 6e chapitre. Entre-temps, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter. Pouvoir laisser vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Voir si maintenant vous êtes d'accord avec moi. S'il y a des choses là, que je suis peut-être dans le champ. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur comment je vois le film d'aujourd'hui. Peut-être que pour vous, c'est le meilleur film de la série. Peut-être que je suis trop gentil avec, puis peut-être que c'est le pire film de la série. Gênez-vous pas d'en m'en parler sur un des posts que je fais. Plus on en parle, plus c'est le fun. Et d'ici le prochain épisode, l'ordinateur, il dit bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.